Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, très heureux de pouvoir compter sur vous. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Nous avons ce soir un député de Charente-Maritime. Bonsoir Christophe Plassard. Bonsoir. Auteur de Économie de guerre. On va en parler dans un instant. Anne Nivin, reporter de guerre, est avec nous. Bonsoir. Le général Richoux est avec nous. Bonsoir Eric. Renaud Pilat est avec nous. Bonsoir à tous. Samantha de Bendern est avec nous. Bonsoir. Pour commencer, pardonnez-moi, ce n'était pas prévu, elle va m'en vouloir Émilie. Je voudrais vous montrer la petite phrase de la première ministre de l'Estonie, Madame Kaja Kallas, sur le sujet matriciel de la politique des impôts, des déficits et de l'aide militaire à l'Ukraine. Regardez ce que dit cette dame, Kaja Kallas, première ministre de l'Estonie. Voilà. Il n'y a pas longtemps. J'ai dû expliquer à mon peuple que j'augmentais les impôts pour abonder le budget de l'armée. Pour une libérale comme moi, c'est très difficile. Regardez la suite. Je suis en train de me suicider politiquement, mais je n'ai pas le choix. Je ne veux pas que dans quelques années, nous regrettions de ne pas avoir assez investi. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un débat du même tonneau qui s'amorce aujourd'hui en France avec des déficits considérables, Émilie, de notre pays. 154 milliards quand même de déficit. Oui, regardez le Premier ministre, notre Premier ministre Gabriel Attal était l'invité du 20h de TF1. Regardez ce qu'il a annoncé. En 2023, le déficit public de la France s'élève à 5,5% du PIB, soit 154 milliards d'euros, et la dette publique, elle, dépasse 3 000 milliards d'euros. C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure au journal de 20h. Vous vouliez réagir, général ? Vous avez levé le petit doigt. Non, pas particulièrement sur ce sujet, mais je veux simplement dire qu'il y a eu des crises absolument considérables, comme la crise Covid, et que des centaines, peut-être des milliers d'entreprises auraient mis la clé sous le paillasson si elles n'avaient pas été aidées par l'État. Donc aujourd'hui, le contribuable que je suis, les contribuables que nous sommes tous, tous les gens sont des contribuables, y compris ceux qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. À travers la TVA, ils paient des impôts. Bien sûr. Doivent se poser la question, est-ce que l'urgence, c'est réduire le déficit abyssal? La France risque d'être déclassée. On paie des dizaines de milliards d'euros juste pour rembourser les intérêts de la dette, des dizaines de milliards d'euros qui iraient mieux en des achats d'équipements militaires ou bien au ministère de l'Éducation nationale, que sais-je. Donc faut-il combler ce déficit ou faut-il aider l'Ukraine? Voilà, ça c'est un vrai débat qui s'amorce. Vous avez des réponses? C'est la question que vous vouliez qu'on pose à monsieur le député par rapport à est-ce que la France est capable de faire une déclaration comme la première ministre estonienne? Vous avez publié un rapport à l'Assemblée nationale, c'est la raison de votre présence, qui s'intitule Économie de guerre. On y est dans l'économie de guerre, mais pas vraiment, sans y être. On ne peut pas dire que... Le rapport a presque un an. Donc il était temps de le sortir, je pense. C'était un peu en amont de la loi de programmation militaire. Et sur l'aide à l'Ukraine, puisque c'est ça notamment la question, je dirais qu'aujourd'hui on a deux options. Soit on le fait parce qu'on est convaincu et qu'on pense qu'il faut les soutenir et que je dirais que c'est une forme de solidarité européenne. Soit on le fait parce qu'on a peur des conséquences de si on ne le fait pas. À savoir, on l'a vécu au moment de la crise ukrainienne. Les problèmes économiques qu'on a pu vivre ces derniers mois sont clairement la conséquence de ce conflit. Et si on ne le fait pas par conviction, on peut le faire de façon égoïste, parce que si la guerre tourne mal, j'allais dire, s'il y a une victoire de la Russie, aujourd'hui, on le verra dans le prix de sa baguette de pain, on le verra dans l'inflation. Monsieur le député, c'est intolérable pour des millions de Français, intolérable, que l'on dépense des milliards d'euros pour aider l'Ukraine. C'est 3 milliards l'enveloppe. Je sais que j'entends les arguments, je les entends tous les soirs, mais ça ne m'empêche pas de vous dire que c'est intolérable pour des millions de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, si on ne l'explique pas. n'ont pas d'aide, les aides nécessaires pour survivre pour certains d'entre eux. Alors si je peux vous l'expliquer, on peut peut-être essayer de le rendre moins intolérable. D'abord, le 3 milliards, c'est maximum 3 milliards. C'est ça. Ensuite, ces 3 milliards, c'est pas 3 milliards d'argent que l'on donne. L'enveloppe maximale pour l'Ukraine. C'est 2024. Voilà, c'est l'enveloppe maximum. Donc d'abord, c'est un maximum. Deux, c'est pas de l'argent que l'on donne. On ne fait pas un chèque à l'Ukraine. Voilà. Ça prend différentes formes. Ça prend la forme notamment de cession de matériel, c'est-à-dire des matériels qui sont dans l'armée française, qui, compte tenu de la LPM, est en train de renouveler son équipement. Et lorsque du matériel arrive en fin de vie, aujourd'hui, on cède ce matériel, il est valorisé, et donc c'est du matériel qui est donné à l'Ukraine, mais qui ne correspond... Monsieur le député, plus de 30 canons César
à 5 millions d'euros l'unité, plus de 30 canons César. Ça représente un effort de 150 millions d'euros. Ça, c'était pas des choses qui étaient au rebut. Des systèmes de défense aérienne moyenne portée SAMPT estimés à 50 millions d'euros pièce. Voilà, des missiles Aster 30, 2 millions l'unité. Une centaine de missiles Scalp livrés à Kiev, 85 millions d'euros. C'est 850 000 euros la pièce. Donc, c'est pas rien. Et c'est une pas autre du partie. matériel. Je vous évoquais la cession de matériel. Pour ce qui est des produits que l'on livre neufs, qui sont produits, qui sont fabriqués, justement, c'est de la production en France. Donc certes, c'est de l'argent qui est dépensé et qui est valorisé, mais c'est du temps de travail, c'est des usines qui fonctionnent, c'est l'augmentation en termes de volume de la production d'entreprises nationales, c'est ce qui donne donc de l'emploi. La BITD, c'est 4000 entreprises, plus de 200 000 emplois. Donc c'est aussi quelque chose. J'ai vu qu'en Dordogne, je crois, dans le Périgord ou en Dordogne, une PME a pratiquement doublé le nombre de salariés. Elle fabrique des poudres, des obus, etc. Oui, mais les Français en leur disant que ça produit de l'emploi. Non, mais la question se pose, mais attendez. Perdre la guerre, ça coûtera beaucoup plus cher. Perdre la guerre, ça coûtera mais bien entendu. Si demain, Vladimir Poutine gagne, il arrive aux frontières ouest, enfin à ses frontières ouest et à nos frontières est de l'OTAN. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de se réarmer en catastrophe. Donc, une guerre qu'on arrive à gagner pour 3 milliards d'euros, sans doute plus, parce qu'on va en remettre au paquet, ce sont des guerres gagnées bon marché. Demain, si cette guerre en Ukraine est perdue, vous allez voir ce que ça va nous coûter. En plus, il aura la maîtrise du gaz, du pétrole, il aura mis la main sur les céréales, il pourra faire absolument ce qu'il veut dans un certain nombre de domaines, et en plus, la menace sera toujours présente et on sera obligé de se réarmer en catastrophe. Ouais. Alors là, je peux vous dire que ça va nous coûter cher. Mais je sais. Mais non, mais les assurances vie, je suis avec vous tous les soirs. Mais bien sûr. Je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent les profs sont pas payés, l'école manque de moyens, le handicap est mal pris en compte, la maladie mentale en France, les infirmières, la santé, la justice a besoin de milliards, la police, il faut engager, les armées, les gens ne comprennent pas qu'on puisse donner des milliards à l'Ukraine. Ils n'ont jamais vécu à l'étranger. Même en Allemagne. Allez-y, vous allez voir un peu la couverture sociale, comment ça se passe, etc. Renaud Pilat, il y a de plus en plus... 10 € l'heure, etc. Donc quand on se plaît en France... Et puis ça y est, vous nous l'avez mis en colère. On va juste faire réagir Renaud Pilat qui veut parler de colère. Que répondez-vous aux Français qui disent on ne peut pas se permettre de mener cette guerre avec l'Ukraine quand on voit finalement les chiffres qui sont donnés par le Premier ministre? Alors déjà, sans jeu de mots, je vais parler cash. Il faut qu'on trouve 10 milliards, voire 20 milliards urgemment pour ne pas avoir nos notes trop dégradées, même si dans les semaines qui viennent, on devrait avoir la note dégradée. Donc ce n'est pas l'enveloppe maximale de 3 milliards, et c'est pas un chèque de 3 milliards, monsieur le député a raison, c'est du matériel usé qu'on va leur donner, ce sont des leasings, ce sont des facilités, c'est pas un chèque de 3 milliards. Mais de toute façon... Le matériel usé, on l'a déjà donné. Non, les VAB, pas du tout. Il reste des centaines de VAB. Le VAB est en voie de remplacement, il y en a des centaines, peut-être des milliers. On est en train de remplacer. Avec le programme Scorpion, Et il reste encore des amis du CRC parce qu'ils sont en voie de remplacement et ça n'est pas terminé. Le Cornu l'a annoncé. Deux choses que l'on peut encore donner. Et je termine, j'ai pas terminé. Et dans, si vous voulez, les conséquences que Nicolas Richoux a commencé à énumérer, les conséquences d'une victoire de Poutine en Ukraine, qui provoquerait, je vais vous dire, une déstabilisation de l'Union européenne telle que ça aurait des conséquences économiques, de confiance des marchés, des industriels absolument très 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 importantes. Vous pensez que la Pologne, les Pays-Bas, les pays qui sont membres de l'Union européenne, qui sont contre la frontière avec la Russie, si nous on laissait tomber l'Ukraine, vous pensez qu'ils auraient encore confiance? Ça serait un choc politique pour l'Union européenne. Donc de toute façon, c'est un choix qu'il faut assumer. Il ne faut pas mentir. On peut être contre cette aide. On est en démocratie. Il faut assumer ses choix. Et dernière chose, on en dira peut-être un mot. Il y a énormément d'épargne des Français. Les Français, on a un taux d'épargne extrêmement important. Vous avez fait une proposition où on pourrait flécher le livret A pour financer l'économie de guerre, financer l'industrie d'armement en France, parce que les banques ont du mal à financer l'industrie de l'armement. Vous savez, ça faisait mauvais genre. Ça faisait mauvais genre, mauvaise réputation. C'était plus à la mode de financer l'armement. Eh bien, il va falloir penser... Ils vous disent quoi, vos contribuables je ferai un correctif. Vos électeurs, pardon, ils vous disent quoi dans votre circonscription?
Ils vous disent pas arrêtez d'aider l'Ukraine. Non, on a besoin de cet argent chez nous. Surtout, je pense qu'il faut qu'on fasse énormément de communication, de pédagogie. D'abord, c'est pas l'industrie de l'armement, c'est l'industrie de la défense. Et c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits ne sont pas faits pour attaquer. L'Ukraine, elle n'a pas attaqué, elle se défend. Défense nationale. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, dans les investissements qui sont faits, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une industrie qui est derrière et qui alimente. Pour ce qui est de l'épargne des Français, aujourd'hui, l'épargne des Français, en tout cas la proposition de loi que j'ai portée sur le livret A est dédié au logement, parce que la chose la plus importante, et ça c'est quelque chose que j'entends en circonscription, c'est parfois l'amalgame qui est fait entre la proposition de loi que j'ai pu faire et le fait de toucher au logement. Le livret A, il est séparé en 2 morceaux. 60% sont des fonds dits centralisés. Ils partent à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, on en la maîtrise. Et elle a cet argent pour faire du logement social. On n'y touche pas. Et il est en aucun cas question d'y toucher. En revanche, une partie de l'argent, 40%, reste dans les banques. C'est pour ça que les fonds sont dits décentralisés. Et les banques investissent sur les marchés. Et cet argent est déjà fléché. On demande aux banques de mettre 80% de cet argent, c'est-à-dire 180 milliards d'épargne aujourd'hui, est fléché vers les PME. Budget de la défense, 47 milliards. C'est 3-4 années du budget de la défense. Et si cet argent qui est aujourd'hui fléché vers les PME, je ne vous parle pas de Dassault, je ne vous parle pas de Nexter, je ne vous parle pas d'entreprises, ces entreprises-là trouvent des financements. Je vous parle de la PME. De la PME, comme vous avez dû entendre parler sur ce plateau, j'imagine, de Delair, des PME qui sont sur des innovations de rupture, qui créent des Et les banques ont peur de leur prêter. Et les banques parce que ça fait mauvais genre de prêter aux industries d'armement. Et puis, une fois de plus, c'est pas que l'armement, c'est aussi la défense. Si vous voulez, mais enfin bon, je crois sur les mots. C'est aussi le cyber, c'est aussi le satellite, l'espace. Je veux dire, l'environnement de la défense est beaucoup plus large que simplement les obus. Et une fois de plus, les PME sont des PME de rupture. Je le dis souvent, c'est pas Mercedes qui a fait Tesla, c'est pas Kodak qui a inventé le numérique. Les ruptures, les innovations, elles viennent des PME. Et moi, ce que je dis, c'est que ces PME vers lesquelles on flèche déjà de l'argent, c'est écrit, ça, on change rien. Mais on va vers les PME, mais pas vers les PME de défense. Et dont les PME de défense. Samantha, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, moi, ce que je dirais, si je devais parler aux Français, si je peux me permettre, en tant que Britannique, et pour expliquer ça, c'est que l'investissement dans la défense, il va aussi bénéficier aux sociétés françaises, il va bénéficier aux PME françaises, qui vont plus travailler, qui vont plus embaucher et qui vont payer plus d'impôts aussi. Donc il y a je ne sais pas, j'ai pas lu votre rapport, mais il y a beaucoup de choses à faire sans passer forcément immédiatement par une hausse des impôts. Parce que quand on investit dans l'industrie française, ça crée de l'argent qui va rentrer dans le budget, qui peut ensuite être dépensé pour aider l'Ukraine. Et pour aussi appuyer ce que Renaud a dit, là, la France a déjà aidé l'Ukraine. Et arrêter maintenant, ne pas aider l'Ukraine pour qu'elle puisse être victorieuse, aurait été complètement jeter cet argent à la poubelle. Vous savez, c'est comme si vous refaites le plâtre sur votre plafond et puis vous ne réparez pas le toit. Là, le toit, il a besoin d'être réparé. Et pour le réparer, eh bien, il faut aider l'Ukraine. Sinon, tout ce qui a été dépensé aura été perdu. Et l'inflation va augmenter, le coût de l'alimentation va augmenter et à long terme, le ménage français va souffrir encore plus. Très bien. Ce que disait le général, on va payer beaucoup plus cher si on n'aide pas l'Ukraine aujourd'hui. Oui, ça je le crois, oui. Ouais, très bien. Bon, je ne suis pas certain que tout le monde entende vos démonstrations un peu, j'allais dire laborieuses. C'est provocateur de dire ça. Enfin, non, mais on peut laisser courir, hein. On peut laisser courir, ne pas regarder les choses et puis attendre que... Pour des Français qui ont du mal à joindre le bout, bien sûr, c'est difficile à entendre. On va donner des milliards pour l'industrie, pour défendre l'Ukraine, c'est tout. Bon, voilà. Pour défendre l'Ukraine, c'est-à-dire pour défendre la France. N'essayez pas de me convaitre, moi je suis d'accord avec vous. Je dis simplement qu'il faut que tout le monde l'entende. Restez avec nous dans un instant. Merci, monsieur le député, d'être venu. Merci de votre invitation. Sur cette antenne.